Elle alla vivre dans un endroit qui avait un nom, mais que personne n'aimait prononcer. Les habitants du Val-des-Pierres l'appelaient le gouffre et faisaient le signe de croix chaque fois que le sujet apparaissait dans une conversation. Ils disaient que l'endroit ne laissait personne rester, que la terre de là-bas gardait quelque chose qui ne voulait pas être dérangé, que les 3 familles qui avaient essayé de s'y établir étaient départies en courant avant même que 6 mois ne s'écoulent, sans parvenir à expliquer clairement ce qui s'était passé, seulement qu'elles ne supportaient plus. Joséphine Morel avait 27 ans quand elle accepta la clé rouillée de cette propriété et marcha les 2 kilomètres de terre volcanique avec sa valise en cuir usé et ses 2 robes de rechange. Non pas parce qu'elle pensait que les histoires étaient fausses, mais parce que les histoires ne payaient pas le loyer, et qu'elle avait besoin d'un toit avant que l'hiver auvergnat n'arrive avec tout son poids de glace et son vent coupant. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'être dans une ville où vous êtes né, où vous avez grandi, où vous connaissez le nom de chaque pierre du chemin et de chaque chien qui aboie derrière les clôtures, et soudain réaliser que vous n'avez plus aucun endroit qui soit à vous? Ce n'est pas la même chose que d'arriver sur une terre nouvelle sans connaître personne. C'est différent, c'est pire, d'une manière qu'il est difficile d'expliquer. C'est être invisible dans un endroit où tout le monde vous voit et vous reconnaît, et malgré cela regarde ailleurs quand vous passez. Cela s'est passé en avril 1923, dans les terres reculées du Cantal, dans un village appelé le Val-des-Pierres, niché entre des collines de champs ouverts, et des bois denses dans la région des monts du Cantal. Là, la terre était dure et belle en même temps, pleine de pierres basaltiques qui semblaient être tombées du ciel sans prévenir, et de sapins centenaires qui mesuraient le temps selon leurs propres critères, indifférents au calendrier des hommes. C'est là que Joséphine a tout recommencé. Et c'est là qu'elle a appris que recommencer n'est pas l'affaire d'un après-midi de travail. C'est 7 ans d'obstination silencieuse. Avant de continuer, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous aimez cette histoire, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez, que ce soit d'Auvergne, de Bretagne, de Normandie, d'Île-de-France ou de n'importe quel endroit de la francophonie. J'adore savoir d'où viennent les personnes qui suivent la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Il y a de très belles choses qui arrivent par ici. Maintenant, continuons avec l'histoire de Joséphine. Le père de Joséphine, Aristide Morel, avait été commerçant au Val-des-Pierres pendant près de 30 ans. Un homme à la moustache épaisse et à la voix qui portait bien à travers la campagne ouverte, qui était arrivé jeune au village avec rien de plus qu'une mule, une caisse à outils et l'idée fixe qu'un travail honnête menait quelque part. Et ce fut le cas. L'épicerie qu'il a construite peu à peu, brique par brique, est devenue une référence pour les habitants de toute la région. Dans l'épicerie de M. Aristide, on trouvait de tout. Du tissu de coton apporté de Lyon, des épices de la meilleure qualité, du pétrole, de la poudre pour les chasseurs, du gros sel, du fil de laine pour l'hiver, et une bonne conversation chaque fois que la vie nécessitait une pause. C'était le genre d'homme que tout le monde respecte en sa présence et oublie avec une facilité honteuse lorsqu'il disparaît. Et il a disparu. En octobre 1922, par un matin de vendredi ordinaire, Aristide Morel a salué les clients de l'épicerie, est allé dans la chambre du fond chercher un document que quelqu'un avait demandé, s'est assis sur le bord du lit pour mettre ses chaussures et ne s'est plus relevé. Son cœur s'est arrêté sans demander la permission, sans prévenir, sans lui laisser le temps de régler les comptes qui restaient à régler. Il avait 58 ans. Joséphine a été prévenue par Zélie, la femme qui aidait au ménage, qui est entrée dans la chambre pour appeler M. Aristide pour le déjeuner, et a trouvé ce silence qui n'était pas celui de quelqu'un qui dormait. Joséphine a découvert les dettes 3 jours plus tard, quand René, un comptable itinérant qui passait par le village tous les mois pour vérifier les livres des commerçants locaux, a frappé à la porte avec un dossier plein de papiers et une expression qui disait tout, sans avoir besoin de mots. Aristide Morel devait de l'argent à 4 créanciers différents.
il avait acheté des marchandises à crédit. En comptant sur une récolte qui n'était pas venue, il avait prêté de l'argent à un cousin qui avait disparu dans l'Aveyron sans laisser d'adresse. Il avait investi dans une petite société avec un type d'Aurillac qui s'est révélé être un menteur d'un talent considérable. Les dettes s'élevaient à plus que la valeur de l'épicerie, plus que la valeur de la maison, plus que tout ce qu'Aristide avait construit au cours de 30 ans de travail. La mère de Joséphine était morte quand elle avait 12 ans, emportée par une pneumonie que l'hiver rude avait livrée sans cérémonie, un matin d'août où le vent est descendu de la montagne avec de la glace sur ses pointes. Joséphine n'avait pas de frères et sœurs. Elle avait quelques cousins dispersés dans la région qui apparaissaient lors des fêtes religieuses et disparaissaient dans les moments difficiles avec la ponctualité impressionnante des lâches. Et elle avait les connaissances du village, qui étaient nombreuses, variées et unanimement inutiles quand la situation s'est gâtée. Les créanciers ont donné à Joséphine 2 semaines pour libérer l'épicerie et la maison. Le juge de paix, qui connaissait son père depuis 30 ans et avait mangé des figues du jardin familial lors de plus d'une fête de la Saint-Jean, a signé les papiers sans scier, avec l'aisance spécifique des personnes qui confondent la loi avec leurs propres convenances. Les voisins qui avaient mangé du pain et du Cantal au comptoir de M. Aristide pendant 3 décennies ont fermé leurs fenêtres quand elle est passée dans la rue. Pas par méchanceté spécifique, à cause de cet inconfort que les gens ressentent quand quelqu'un autour d'eux subit une chute qui aurait pu être la leur et qui les fait s'éloigner comme si le malheur était contagieux. Joséphine a passé les premiers jours à essayer de résoudre ce qui n'avait pas de solution. Elle est allée chez le notaire. Elle est allée à la mairie. Elle a écrit des lettres à ses cousins. Elle a attendu des réponses qui ne sont pas arrivées. Elle a dormi dans l'épicerie encore vide pendant que le délai courait, cousant des travaux commandés par les femmes du village qui payaient avec toujours plus de retard, comme si elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller pour réclamer son dû. Quand les 2 semaines se sont écoulées et que le premier créancier est apparu avec 2 hommes pour retirer les derniers meubles, Joséphine était assise sur le pas de la porte avec sa valise en cuir sur les genoux, le dos droit, les yeux avec cette expression spécifique de quelqu'un qui vient de comprendre une chose qu'il ne voulait pas comprendre et qui a décidé de la comprendre quand même. Elle n'a pas pleuré, pas depuis l'enterrement de son père. Elle n'avait pas appris à pleurer devant ceux qui ne méritaient pas de la voir. C'est cet après-midi-là que Madame Eugénie est apparue. Eugénie Bernadette Dubois, connue de tous comme Madame Eugénie, avait 62 ans et l'allure de quelqu'un qui avait passé sa vie entière à voir des arrivées et des départs, littéralement. Puisqu'elle était sage-femme depuis la trentaine et avait mis au monde plus de 400 personnes au Val-des-Pierres et dans les fermes de la région. C'était une petite femme, aux cheveux blancs attachés en un chignon, qui défiait la loi de la gravité, par la seule force de sa volonté, qui portait toujours un tablier à pois bleu, même quand elle ne travaillait pas, et qui avait la rare qualité de dire des vérités inconfortables d'une manière qui n'offensait pas. Non par diplomatie calculée, mais parce qu'elle était honnête avec un naturel qui rendait l'honnêteté inévitable. Elle est arrivée sur le pas de la porte de l'épicerie en apportant un pain de seigle encore chaud, enveloppé dans un linge de lin, s'est assise à côté de Joséphine sans demander la permission, a rompu le pain en 2 avec ses mains, en a tendu une moitié, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a ouvert la bouche. Elle a dit qu'elle savait que la situation était mauvaise. Elle a dit qu'elle savait aussi que Joséphine ne voulait pas de pitié, que pour cela, le village avait déjà bien assez de monde. Mais elle a dit qu'elle avait une information qui pourrait être utile, selon l'ampleur de son désespoir. Joséphine a répondu que son désespoir était exactement à la taille requise pour entendre n'importe quoi. Eugénie a mâché un morceau de pain, a regardé l'horizon avec l'expression de quelqu'un qui évalue une tempête encore lointaine, mais qui finira par arriver, et a commencé à expliquer. Elle a dit qu'à environ 2 kilomètres de la sortie du village, en direction du ruisseau tranquille, il y avait une propriété appelée le Gouffre.
une maison en pierre basaltique et en bois massif, une bonne étendue de terre, un puits, une étable, un potager qui avait été productif un jour. Abandonné depuis 9 ans. Enregistré au nom d'une famille appelée Caron, qui avait peu à peu disparu après une série de malheurs enchaînés, et dont la dernière survivante, une dame nommée Isabelle, était morte seule là-dedans, sans que personne du village ne daigne s'y rendre, pour voir comment elle allait. Joséphine a demandé pourquoi elle était abandonnée, si c'était une bonne terre. Eugénie a répondu avec la franchise de celle qui n'a pas de temps pour les euphémismes. Elle a dit que les gens du village avaient décidé que l'endroit était hanté, que depuis que la vieille Isabelle y était morte, 3 familles avaient essayé de s'établir au gouffre et que les 3 étaient partis en quelques mois, se plaignant de bruits sans origine, de sensations étranges dans les couloirs la nuit, de rêves qui revenaient sans cesse. Qu'aucun valet de ferme de la région n'acceptait de travailler sur cette terre pour n'importe quel salaire. Que c'était pour cela qu'elle était disponible, sans propriétaire effectif, sans personne pour en réclamer la possession avec un papier chez le notaire, à l'exception du vieil Alphonse Gauthier, le fermier des terres d'à côté, qui jurait que le gouffre était à lui par droit d'usage continu, mais qui n'avait jamais rien enregistré d'officiel pour le prouver formellement. Joséphine est restée silencieuse un instant. Le soleil de l'après-midi frappait horizontalement sur la route, cette lumière dorée des fins de journée de province, qui transforme la poussière en brouillard d'or. Puis, elle a demandé si Eugénie croyait aux histoires de fantômes. La sage-femme a eu un rire court et sec, le genre de rire de quelqu'un qui a déjà tout vu et a appris à ne s'effrayer de rien après en avoir vu suffisamment. Elle a dit qu'elle avait passé sa vie à plonger ses mains dans des endroits obscurs sans savoir ce qu'elle allait y trouver et qu'elle n'était jamais tombée sur rien qui ne soit explicable. Seulement des gens dont la peur et l'imagination travaillaient ensemble, ce qui est une combinaison dangereuse. Elle a dit que ce qu'avait le gouffre, c'était de l'abandon, des broussailles et une réputation que les gens du village alimentaient parce qu'il était plus facile de croire à une malédiction que d'admettre qu'ils avaient laissé une vieille femme mourir seule et qu'ils se sentaient coupables depuis. Cette dernière phrase est restée suspendue en l'air pendant un long moment, lourde de la manière dont les vérités pèsent quand elles sont dites au bon moment. Joséphine a regardé sa valise en cuir sur ses genoux. Elle a pensé à l'hiver qui approchait. Elle a pensé aux nuits à dormir sur le plancher de l'épicerie vide, en écoutant le vent entrer par les fentes que le froid de novembre transformerait en lame de rasoir. Elle a pensé aux propositions qui n'étaient pas venues, aux portes qui ne s'étaient pas ouvertes, aux réponses qui n'étaient pas arrivées. Puis elle a demandé comment s'y rendre. Le lendemain matin, Joséphine s'est réveillée avant que le soleil n'apparaisse derrière les collines et a marché les 2 kilomètres en portant sa valise d'une main et un paquet de provisions de l'autre, avec la tasse de café fort qu'Eugénie avait insisté pour préparer, encore chaude, à la main. Le chemin sortait du village par un chemin de terre volcanique qui coupait à travers les champs ouverts, où les hautes herbes pliaient, sous le vent de l'aube, dans un mouvement ondulant qui ressemblait à une respiration, passait devant une vieille clôture de fils de fer barbelés couverte de lichen, entrait dans un bois plus dense, où les sapins centenaires faisaient une ombre épaisse qui sentait la résine et l'humidité, et débouchait sur une clairière dont Joséphine n'a compris la nature que lorsqu'elle a été assez près pour en voir l'ensemble. Le gouffre se trouvait dans une douce dépression entre 2 collines couvertes de champs. La maison était plus grande que ce à quoi elle s'attendait, une grande bâtisse en pierre basaltique sombre et en bois massif, avec un porche à l'avant soutenu par 4 piliers en troncs d'arbres, des tuiles d'argile rouge à moitié affaissées par endroits où les lattes de bois avaient cédé, des fenêtres aux vitres brisées recouvertes de morceaux de grillage improvisés par l'une des familles qui avait tenté d'occuper les lieux. Les murs de pierre étaient épais, du genre construit pour durer des générations, et étaient couverts de mousse vert foncé à l'extérieur, ce qui donnait à la maison l'aspect d'une chose vivante et ancienne, qui attendait quelqu'un sans se presser.
car elle avait appris que les bonnes choses mettent du temps à arriver. Autour de la maison, la nature avait repris ses droits. Ce qui fut un jour un potager était maintenant une confusion généreuse d'herbes sauvages et de plantes grimpantes qui étaient belles d'une manière qui se passait de jardinier. Un vieux figuier poussait contre le mur latéral avec des racines qui avaient soulevé les pierres du chemin d'accès comme s'il se frayait un passage avec toute la tranquillité du monde. Le puits se trouvait dans le coin droit de la cour, avec son couvercle en bois pourri et à moitié effondré vers l'intérieur. Et au-delà de la maison, là où le terrain montait légèrement vers la limite des collines, il y avait une étendue de terre qui, même abandonnée depuis 9 ans, montrait la qualité du sol, une couleur sombre et profonde que les agriculteurs reconnaissent comme bonne avant même de la prendre dans leurs mains. Joséphine s'est arrêtée à l'entrée et a regardé pendant un temps dont elle ne saurait dire plus tard si c'était 5 ou 20 minutes. Elle n'a pas eu peur. Elle a ressenti quelque chose qu'elle a mis du temps à identifier et qu'elle a finalement reconnu comme de la familiarité, cette étrange sensation que l'endroit et elle avaient passé suffisamment de temps à être laissés de côté pour se comprendre sans avoir besoin de présentation formelle. La porte d'entrée était verrouillée, avec un cadenas rouillé, dont Eugénie avait trouvé la clé rangée dans une boîte chez le notaire, parmi des papiers que personne n'avait ouverts depuis des années. Joséphine a essayé la clé. Elle n'est pas entrée du premier coup. Elle est entrée au second, après un effort qui a laissé de la rouille orangée dans la paume de sa main. La porte a gémi en s'ouvrant, un son long et rauque qui a réveillé un oiseau dans les hautes branches du figuier et a fait faire un demi-pas en arrière à Joséphine avant qu'elle ne rie d'elle-même à voix basse et n'entre. L'odeur à l'intérieur de la maison était celle du temps. Pas de pourriture, pas de mort, pas de mauvaises choses comme le suggéraient des histoires. C'était l'odeur spécifique d'un long abandon sans violence, une poussière vieille et fine qui s'était déposée sur toutes les surfaces planes, du bois qui s'était contracté et dilaté pendant 10 hivers sans personne pour en prendre soin, des herbes sèches qui devaient se trouver sur une étagère et qui étaient tombées on ne sait quand sur le sol. La lumière entrait de travers par les fenêtres sales, créant des bandes d'or poussiéreux qui illuminaient le plancher en bois sombre où des feuilles mortes s'étaient glissées par les fentes au fil des ans pour former de petites îles brunes. La pièce principale était grande, avec un haut plafond et une cheminée en pierre sur le mur du fond qui a immédiatement attiré l'attention de Joséphine, non par sa grandeur, mais par la qualité de sa construction. Quelqu'un avait fabriqué cette cheminée avec soin et affection, emboîtant les pierres avec une précision qui allait au-delà du fonctionnel, et au centre de la pierre principale, à hauteur des yeux d'un adulte, était gravé un petit détail. Une feuille de figuier taillée avec patience et habileté, les nervures de la feuille marquées une à une. Joséphine a passé son doigt dans le sillon de la gravure et a senti la pierre froide et rugueuse, ainsi que la forme définie du travail de quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. La cuisine se trouvait à l'arrière, séparée du salon par une porte en bois qui grinçait sur un ton différent de celui de la porte principale, plus aigu, plus plaintif. C'était une pièce qui sentait les vieilles cendres et quelque chose de vaguement doux que Joséphine n'identifierait que plus tard comme de la vanille, provenant d'un flacon brisé qui se trouvait au fond d'un tiroir. Il y avait une cuisinière en pierre qui était une œuvre d'art en soi, 3 feux, construite en maçonnerie avec l'espace pour le bois en dessous, contenant encore de vieilles cendres que le vent n'avait pas réussi à emporter pendant toutes ces années. Une étagère en bois fixée au mur avait perdu la moitié de ses supports, mais tenait encore quelques bocaux en verre vide, un gobelet émaillé ébréché d'une couleur bleue qui avait dû être belle autrefois, et une bobine de fil noir que Joséphine a regardée pendant quelques secondes, avec l'étrange sensation que cette bobine l'attendait, elle, précisément, comme si elle savait qu'elle était couturière. C'est dans la cuisine qu'elle a trouvé le cahier. Ce ne fut pas une découverte dramatique, ce ne fut pas une latte du plancher qui a cédé d'un coup ou un tiroir qui s'est ouvert tout seul ou un mystérieux courant d'air qui a guidé sa main dans la bonne direction.
Joséphine s'était agenouillée pour vérifier la structure du plancher en bois près de la cuisinière, tapant avec les jointures de ses doigts sur les planches pour entendre si elles sonnaient creux ou pleines. Quand elle a remarqué que l'une d'elles sonnait différemment des autres, plus sourde, plus lourde, avec un écho de chambre que les autres n'avaient pas, elle a tiré du bout des doigts. La planche s'est soulevée sans résistance, comme si elle attendait d'être déplacée, et en dessous, dans une cavité de la taille d'une boîte à chaussures, il y avait une boîte en fer blanc avec un couvercle bien ajusté. La boîte avait la taille d'une grande Bible. Le métal était rouillé à l'extérieur, mais préservé à l'intérieur, car la personne qui l'avait rangé avait enveloppé son contenu dans une toile de lin cirée avant de la fermer, avec le soin de quelqu'un qui protège quelque chose d'important. À l'intérieur du tissu, il y avait un cahier à couverture rigide, recouverte de cuir brun tanné, dont le dos était cousu à la main avec du fil ciré, sans titre sur la couverture. Sur la première page intérieure, d'une écriture petite et régulière qui appartenait clairement à une femme habituée à écrire avec soin et patience, des mots simples. Isabelle Caron. Le gouffre. 1897. Joséphine s'est assise sur le sol de la cuisine avec le cahier fermé sur ses genoux et est restée ainsi un moment, écoutant le silence de la maison autour d'elle. Dehors, le vent passait à travers les pins avec un son qui était presque de la musique, grave et constant et sans urgence. Un papillon jaune est entré par la fenêtre sans vitre, a fait un cercle lent au milieu de la cuisine comme s'il inspectait les lieux, et est ressorti par le même chemin. Le gobelet bleu sur l'étagère a légèrement tremblé avec la brise comme un geste de bienvenue. Elle a ouvert le cahier à la première page. L'écriture était ferme et petite, tracée à l'encre noire qui avait vieilli pour prendre une belle teinte brun brique qui s'accordait avec la couverture en cuir. Et la première phrase était simple, directe, du genre qui reste en tête sans demander la permission. Je commence ce cahier parce que j'ai appris que les choses qui ne sont pas écrites disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Et cette terre mérite mieux que cela. Joséphine a lu la première page debout, appuyée contre le mur de la cuisine. Puis elle a lu la deuxième. Puis elle est allée dans le salon, s'est assise sur le rebord de la cheminée en pierre avec la feuille de figuier gravée, et a continué à lire pendant plus d'1 heure sans voir le temps passer. Le cahier d'Isabelle Caron n'était pas un journal ordinaire. C'était en partie un recueil de recettes, en partie une carte, en partie une longue et honnête confession sur la vie d'une femme qui avait profondément aimé un endroit et un homme, qui avait perdu les deux et qui était restée debout. Il y avait des recettes avec des annotations dans les marges, indiquant à quelle saison chaque ingrédient était le plus savoureux et de quelle partie du terrain il provenait. Il y avait une carte dessinée à la main de l'ensemble de la propriété, détaillée et précise, avec le ruisseau tranquille marqué au nord, la source qui alimentait le puits identifié par une flèche, les zones de terre les plus fertiles et celles qui s'engorgeaient en hiver clairement distinguées. Et il y avait, intercalés entre les recettes et les cartes, des fragments de lettres qu'Isabelle avait écrites et jamais envoyées, adressées à un homme nommé Benoît, qui était son mari et qui était mort des années avant elle. Les lettres n'étaient pas tristes, c'étaient des conversations. Isabelle racontait à son mari mort des choses sur le potager, sur le climat et sur les petits problèmes du quotidien, sur les voisins et leurs histoires, sur les saisons et ce que chacune apportait de différent au gouffre. C'était l'écriture d'une femme qui aimait l'endroit où elle vivait avec une plénitude qui se passait d'auditoire vivant, qui trouvait dans l'écriture la compagnie que la vie n'était plus en mesure de lui fournir. Joséphine a fermé le cahier quand le soleil a décliné et que la température de la maison a soudainement chuté, ce brusque revirement des fins d'après-midi d'avril qui transforme une heure agréable en une heure qui réclame immédiatement un manteau. Elle a regardé autour de la cuisine avec la même expression qu'elle avait eue en regardant la façade dehors en arrivant.
Ce mélange spécifique de reconnaissance et de détermination qui n'est pas exactement de l'optimisme, mais qui ressemble à de l'optimisme quand il s'allume en quelqu'un. Elle a dormi cette première nuit sur le sol du salon, enroulée dans les 2 couvertures épaisses que Jenny avait insisté pour inclure dans le paquet de provisions, avec la cheminée éteinte parce qu'elle n'avait pas encore de bois et que le froid de la pierre montait à travers le plancher. Elle a dormi profondément, sans faire de rêve dont elle se souviendrait le matin. Ce qui était la manière dont Joséphine dormait toujours quand elle avait pris une décision qu'elle savait être la bonne. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec le chant d'un oiseau, qu'elle n'a pas reconnu, mais qu'elle découvrirait plus tard être un merle, qui nichait depuis des années dans le figuier. Elle a ouvert la fenêtre sans vitre du salon et a vu les champs couverts de rosée, les collines au fond encore enveloppées dans un brouillard bas couleur de lait que le soleil levant commençait à défaire fil par fil avec une patience que seule la nature possède. L'air avait cette odeur de terre mouillée, de pin et d'herbe qui est spécifique à cette région et qui, une fois respirée, reste gravée dans la mémoire pour toujours comme l'odeur d'un endroit qui existe vraiment. Elle a fait chauffer de l'eau sur la cuisinière en pierre, avec le bois qui restait d'une des précédentes tentatives d'occupation, a préparé un café chaud, s'est assise sur le porche avec la tasse brûlante entre les paumes, et a regardé le terrain avec des yeux qui ne faisaient pas que voir, mais qui évaluaient, qui cartographiaient, qui calculaient ce qu'il y avait et ce qui pourrait y avoir. Non pas avec du papier et un crayon, mais avec cette capacité qu'ont certaines personnes de voir ce qu'un endroit peut devenir, avant de voir ce qu'il est en ce moment. Elle était en train de dégager la végétation autour du puits, avec une houe qu'elle avait trouvée appuyée contre le mur de l'étable, le travail physique déjà entamé avant 8 heures du matin, quand elle a entendu des pas sur le chemin d'accès et le son incomparable de sabots sur le sol sec. L'homme qui est arrivé à cheval avait une 60aine d'années bien vécues, de larges épaules de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en plein air, un chapeau de feutre sombre qu'il portait incliné sur le côté avec l'autorité naturelle de ceux qui n'ont jamais eu besoin d'apprendre les règles parce que ce sont toujours eux qui les définissaient. Il s'est approché du portail en bois pourri et resté sur son cheval en regardant Joséphine un moment avec cette expression spécifique des hommes habitués à ce que les choses soient comme ils le veulent, et a dit d'une voix de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être contredit, qu'il savait qu'elle était là, que la nouvelle était arrivée, et qu'il voulait discuter. C'était Alphonse Gautier. Il est descendu de cheval avec l'aisance de quelqu'un qui monte depuis l'enfance, a attaché l'animal au portail cassé avec un nœud précis et a marché jusqu'à l'endroit où Joséphine se tenait, avec la houe à la main. C'était un homme qui avait probablement été imposant dans sa jeunesse et qui en gardait encore la mémoire physique, cette posture de quelqu'un qui a été habitué à occuper plus d'espace que son corps n'en requiert strictement. Il a dit, sans grande introduction, que cette terre avait été utilisée par son domaine agricole pendant 9 ans, depuis que la famille Caron avait définitivement disparu. Il a dit qu'il faisait passer son troupeau de vaches saleurs par ici en hiver, quand les pâturages de sa propriété se faisaient rares. Il a dit qu'il comprenait que sa situation était compliquée, mais que ce n'était pas son problème, et qu'elle devait réfléchir attentivement avant de s'établir sur une terre qui, dans la pratique, lui appartenait. Joséphine a tout écouté sans l'interrompre et sans changer d'expression, ce qui a semblé mettre Alphonse Gautier mal à l'aise, d'une manière à laquelle il ne s'attendait clairement pas. Quand il a terminé, elle a demandé, d'une voix calme et directe, s'il avait un papier enregistré prouvant que la terre lui appartenait. Le fermier a froncé ses sourcils broussailleux. Il a dit qu'il avait un droit d'usage continu, ce qui revenait au même que la propriété dans la pratique. Joséphine a répondu qu'un droit d'usage n'était pas juridiquement la même chose qu'une propriété enregistrée, et qu'elle était arrivée au gouffre avec l'autorisation du notaire basée sur la procédure d'abandon de la propriété enregistrée au nom des Caron, et qu'elle avait un document le prouvant à l'intérieur de la maison, et qu'il était le bienvenu pour le lire s'il le souhaitait.
Alphonse Gautier l'a regardé pendant un temps calculé pour intimider. Puis, il a regardé la maison. Puis la houe dans ses mains, que Joséphine tenait avec une fermeté naturelle, sans menace, mais sans cérémonie. Puis il est revenu à elle. Il a dit, avec un calme qui cachait une certaine froideur, qu'il allait consulter son avocat. Joséphine a répondu que c'était un bon plan pour lui. Il est retourné vers son cheval, et monté avec l'élégance un peu exagérée de quelqu'un qui sait qu'il est observé, et est parti par le chemin sans ajouter un mot. Joséphine a regardé la poussière soulevée par les sabots jusqu'à ce qu'elle retombe complètement. Puis elle est retournée à sa houe et aux broussailles autour du puits. Ses mains étaient parfaitement fermes. La semaine suivante fut faite de travail brut et de solitude presque totale, le genre de solitude qui ne blesse pas celui qui sait travailler avec. Joséphine a débouché le puits avec les outils de l'étable, en utilisant la carte d'Isabelle pour repérer où se trouvait la source qui alimentait l'eau et s'assurer que le passage était dégagé. Elle a nettoyé les pièces une par une, en commençant par la plus petite, qui est devenue sa chambre, calfeutrant les fenêtres avec des morceaux de bois et des chiffons de vieux vêtements qu'elle avait trouvés dans une malle jusqu'à ce qu'elle puisse se procurer du vrai verre. Elle cuisinait sur le poêle en pierre, avec le peu qu'elle avait, mangeait sur le seul banc de la cuisine qui n'était pas complètement détérioré, dormait dans la chambre sur le matelas fin qu'elle avait apporté et une couverture supplémentaire qu'Eugénie avait envoyée avec Margot lors de la deuxième visite de la sage-femme. Eugénie est apparue le jeudi avec d'autres provisions et les nouvelles du Val-des-Pierres, qui parvenaient jusqu'à elle avec une ponctualité à la fois comique et utile. Elle a dit que les opinions sur Joséphine étaient divisées. Certains pensaient qu'elle était folle, d'autres qu'elle était courageuse. La majorité pensait qu'elle était les deux à la fois, ce qui était la position la plus confortable pour ceux qui ne voulaient s'engager sur aucune des possibilités. Elle a dit qu'un ou deux hommes du village avaient fait passer le message pour savoir si elle vendait la terre pour des sommes que la sage-femme qualifiait d'offensantes pour le bon sens. Joséphine a répondu qu'elle n'était pas à vendre. Eugénie a souri avec ce sourire en coin qui était le sien, qui apparaissait quand quelqu'un disait exactement ce qu'elle s'attendait à entendre. Elle est restée 1 heure, a aidé à nettoyer l'étagère de la cuisine, a bu du café, a raconté 2 histoires d'accouchement compliquées d'une manière à la fois impressionnante et troublante pour la personne qui l'écoutait, et est repartie en laissant la maison un peu plus chaude qu'elle ne l'avait trouvée, ce qui était l'effet qu'Eugénie produisait sur les endroits où elle passait. Le menuisier est arrivé le vendredi. Joséphine avait laissé un mot à l'épicerie de M. Albert, au centre du village, demandant des services de menuiserie pour des réparations sur la propriété, en précisant les besoins: tuiles, poutres endommagées, fenêtres sans vitres. Elle n'avait pas précisé qui devait se présenter parce qu'elle ne connaissait personne. Celui qui s'est présenté fut Gaspard Blanc. Il est arrivé dans une charrette en bois bien entretenue, tirée par un cheval bai, avec un chargement de planches de pin et de sapin attachés avec de la corde en sisal, et est descendu à l'entrée de la propriété avec ce soin dans ses mouvements dont elle ne comprendrait que plus tard, qu'il était la marque d'un homme qui apprend à faire tout correctement, et qui, par conséquent, ne gaspille jamais un geste. Il était de taille moyenne, mais avait une façon de se tenir qui le faisait paraître plus grand, avec des épaules qui suggéraient des années de travail physique sans qu'il semble s'en soucier, et des mains qui étaient clairement des mains de menuisier, calleuses, fortes, avec une fermeté qui n'avait rien à prouver. Il avait des cheveux sombres coupés courts, la trentaine passée, et une expression que Joséphine, lorsqu'elle essaierait plus tard de le décrire à Eugénie, appellerait l'expression de quelqu'un qui a appris à ne pas trop attendre des choses pour ne pas être déçu quand elles n'arrivent pas. Il a regardé la maison un moment avec ce regard de professionnel qui évalue la structure avant d'évaluer le reste. Puis, il a regardé Joséphine et a dit son nom. Il a dit qu'il avait vu le mot sur le comptoir de M. Albert. Il a demandé ce dont elle avait besoin. Joséphine lui a montré les endroits qui nécessitaient des réparations.
expliquant ce qu'elle avait évalué seule et ce qu'elle ne savait pas évaluer. Gaspard a écouté sans interrompre, et monté sur le toit sans hésiter, y est resté un moment à marcher lentement et à tester les tuiles avec son pied et ses mains, et redescendu, a fait le tour de l'extérieur de la maison en vérifiant les poutres à hauteur des yeux et accroupi là où les fondations apparaissaient, puis est entré pour voir ce qu'il fallait faire à l'intérieur. Il n'a fait aucun commentaire sur l'endroit. Il n'a fait aucun commentaire sur le fait qu'elle soit là. Il a évalué avec la concentration de celui qui n'a la tête qu'au travail, a calculé à voix haute avec des chiffres précis et a dit ce qui devait être fait dans l'ordre le plus logique et combien cela coûterait. Joséphine a dit qu'elle n'avait pas encore la somme totale, mais qu'elle pouvait en payer une partie avec de la couture, parce qu'elle savait confectionner des vêtements et faire des retouches, et qu'au village tout le monde avait besoin de couture à un moment ou à un autre. Gaspard est resté silencieux un instant. Il l'a regardée d'une façon qu'elle n'a pas su déchiffrer complètement, un regard qui évaluait, mais ne jugeait pas. Puis, il a dit que c'était d'accord, que la femme de M. Albert avait besoin d'une robe pour le baptême de sa nièce dans 1 mois, qu'il pourrait s'arranger et ajuster au fur et à mesure de l'avancée du travail. Ce fut le premier jour de Gaspard Blanc au gouffre. Il est revenu le lundi suivant avec plus de bois et sa caisse à outils, qui semblait contenir tous les instruments dont une personne aurait besoin pour construire une maison entière à partir de zéro. Il a travaillé toute la journée sans demander plus que le nécessaire pour coordonner le travail, et est parti quand le soleil s'est couché avec le simple avertissement qu'il reviendrait mercredi. Joséphine l'observait quand il ne faisait pas attention, non pas par un intérêt qu'elle aurait su nommer encore, mais avec cette curiosité spécifique pour les gens qui font leur travail, avec ce genre de concentration qui montre clairement que le travail signifie quelque chose pour eux, au-delà de l'argent qui le paie. Gaspard travaillait le bois avec une attention qui semblait presque religieuse, dans le sens le plus vrai du terme. Chaque emboîtement était vérifié plus d'une fois, chaque poutre était positionnée avec un soin qui allait bien au-delà de ce qui était nécessaire pour qu'elle tienne simplement debout. C'était le travail de quelqu'un qui croit que les choses bien faites durent, et que ce qui dure a de l'importance. Pendant qu'il travaillait dehors, Joséphine travaillait à l'intérieur. Elle nettoyait, isolait, récupérait ce qui pouvait l'être avec ce qu'elle avait. Elle a commencé à défricher le potager en utilisant les informations détaillées du cahier d'Isabelle, qui décrivait exactement quelle partie du terrain restait au soleil toute la journée et laquelle était à l'ombre l'après-midi, laquelle avait tendance à s'engorger après les pluies de printemps et laquelle se drainait bien. C'était un guide pratique écrit plus de 20 ans plus tôt par une femme qui avait appris à connaître cette terre de la manière la plus lente et la plus sûre possible, en y vivant jour après jour, saison après saison, sans raccourci. Les semaines ont établi un rythme que Joséphine n'avait pas planifié, mais qui s'est formé avec le naturel des choses qui sont justes. Les matins étaient consacrés au travail dans le potager. Les après-midi étaient pour la couture, le travail qui payait ce qui devait être payé, effectué dans le salon avec la lumière de la fenêtre latérale que Gaspard avait réparée avec une nouvelle vitre. Les nuits étaient faites de lecture, à la lueur de la lampe à huile, du cahier ou des livres que Joséphine avait réussi à garder parmi ses affaires. Et il y avait les jours de Gaspard, qui étaient généralement les mardis, mercredis et vendredis, quand le gouffre prenait un second rythme fait de marteaux, de scie et de bois travaillés, un son que Joséphine finissait par s'habituer à entendre comme faisant partie du son de l'endroit. Les nouvelles voyageaient à travers le Val des Pierres, avec une efficacité qui ferait honte à n'importe quel service postal. En moins d'1 mois, tout le monde savait que la fille de M. Aristide vivait au gouffre, qu'elle travaillait la terre avec sérieux, qu'elle avait réparé le toit, qu'elle avait nettoyé le puits, et qu'elle avait renvoyé Alphonse Gautier lors de sa première visite sans même élever la voix. Cette dernière partie a circulé avec une vitesse particulière et a provoqué des réactions qui allaient du respect honteux au scandale voilé,
en passant par l'admiration que les gens ressentent pour ceux qui font ce qu'ils auraient aimé faire mais n'ont pas fait. Les femmes du village ont été les premières à ouvrir une brèche. Pas de manière collective, pas ouvertement, mais individuellement, comme des personnes qui tâtent la température de l'eau avant d'entrer. La première a été Margot, la fille de la femme qui vendait du fromage au marché, qui est apparue au gouffre un samedi après-midi avec une douzaine d'œufs et l'excuse transparente qu'elle passait par là de toute façon. Elle est restée une demi-heure, a bu un café chaud, a regardé la maison avec des yeux qui essayaient de ne pas montrer sa surprise de trouver un endroit propre, habité et chaleureux, là où tout le monde s'attendait à trouver la ruine et la terreur, et est repartie en promettant de revenir. Elle est revenue avec sa mère la semaine suivante. Sa mère est ressortie de là avec une robe commandée et l'expression de quelqu'un qui a découvert quelque chose qui était sous son nez depuis trop longtemps. C'est ainsi qu'a commencé la clientèle de Joséphine au gouffre. Ce que les broussailles environnantes avaient d'intimidant de loin devenait intrigant de près. Et ce que Joséphine avait de silencieux et de direct dans ses manières avait l'effet paradoxal de donner aux gens l'envie de lui parler, parce qu'il était rare de trouver quelqu'un qui écoutait vraiment, sans préparer sa réponse, pendant qu'il écoutait encore. Les femmes du village allaient commander de la couture et ressortaient sans trop savoir comment elles venaient de raconter des choses qu'elles n'avaient même pas dites à leur propre mère. L'hiver est arrivé en novembre, avec le sérieux que l'hiver auvergnat réserve à ses apparitions les plus froides. La température a chuté d'un coup, le vent est descendu des collines avec une froideur qui transperçait le manteau le plus épais, et les matins se sont parés de ce givre fin sur les herbes de la cour, qui fondaient lentement avec le soleil et revenaient le lendemain matin avec la même patience inébranlable. La neige n'est pas tombée cette année-là, mais le froid fut de ceux qui s'installent, qui restent, qui font que la pierre des murs épais garde la glace jusqu'à midi. La cheminée du salon est devenue le centre vivant de la maison. Joséphine a découvert qu'Isabelle avait noté dans son cahier non seulement les types de bois qui brûlaient le mieux dans le four de la cuisinière, mais aussi la manière correcte d'empiler les bûches dans la cheminée pour qu'elles durent toute la nuit sans s'éteindre. Elle a testé, et cela a fonctionné avec une précision qui l'a fait sourire toute seule dans le salon, impressionnée une fois de plus par la femme qui avait vécu entre ces murs avant elle. C'est lors d'un matin de décembre glacial, avec du givre dans la cour et la vapeur de la respiration visible dans l'air immobile du porche, que Gaspard est arrivé plus tôt que d'habitude et a trouvé Joséphine assise sur les marches du porche avec sa grande tasse de café chaud entre les paumes, regardant le brouillard sur les champs. Il est resté au portail un moment, la regardant sans qu'elle le sache, avec cette expression qu'il avait quand il pensait que personne ne faisait attention à lui. Une expression qui était plus douce que d'habitude, comme si sa garde baissait un peu quand il se croyait hors du champ de vision de quiconque. Puis Joséphine a tourné la tête et l'a vu. Aucun des deux n'a rien dit pendant un instant. Puis elle a légèrement soulevé sa tasse dans une question qui se passait de mots. Il a hoché la tête, s'est avancé jusqu'au porche, s'est assis sur la marche du bas, et ils ont partagé le café chaud en silence pendant un bon moment, se passant la tasse de l'un à l'autre, avec le naturel de ceux qui font cela depuis des années, regardant le brouillard que le soleil défaisait lentement en direction des collines. Après un temps qu'aucun des deux n'a mesuré, Gaspard a dit que le potager poussait bien pour cette époque de l'année. Joséphine a répondu que oui, que la carte d'Isabelle avait mieux fonctionné qu'elle ne l'espérait, que cette femme savait où se trouvaient les parties les plus protégées du vent. Gaspard a dit qu'il connaissait l'histoire de la vieille Isabelle, que tout le monde au village la connaissait par ouï-dire, mais qu'il n'imaginait pas qu'elle avait tout documenté de cette façon. Joséphine a dit qu'elle l'avait fait, et que c'était une femme qui savait y faire. Gaspard est resté silencieux un moment, regardant les champs, et a dit que cela se voyait. Ce n'était pas un compliment déclaré. C'était le genre de choses que Gaspard disait, des observations qui étaient des compliments sans s'annoncer comme tels, ou peut-être sans vouloir être identifiés comme tels.
Joséphine a appris à les reconnaître au fil des semaines, ces moments où il disait quelque chose qui pouvait être interprété comme simple mais qui était en réalité plus complexe si on y prêtait attention avec soin. Elle y prêtait attention. Durant cette même semaine de froid intense, Joséphine a passé une nuit entière à relire le cahier d'Isabelle avec plus d'attention que la première fois, copiant sur une feuille, séparer les informations nécessaires pour la planification du potager de l'année suivante. Et c'est au cours de cette relecture minutieuse qu'elle a trouvé quelque chose qui lui avait échappé la première fois. Au fond du cahier, derrière les dernières recettes, il y avait une enveloppe collée à la dernière page avec de la colle d'amidon qui avait durci avec les années, mais tenait encore. À l'intérieur de l'enveloppe, pliée avec un soin précis, se trouvait un papier notarié. Un vieux papier avec le tampon et la signature du notaire de Saint-Flour, qui était l'étude la plus proche disposant d'un registre valide, confirmant l'acte de propriété de la demeure appelée Le Gouffre, au nom de Benoît Caron et de son épouse Isabelle, daté de mars 1895. Joséphine a regardé le papier pendant un long moment avec la lampe à huile à la main, la flamme tremblant légèrement avec le courant d'air qui entrait par la fente de la fenêtre réparée. Il y avait dans la section finale du cahier, écrite d'une écriture légèrement différente de celle du début, moins appliquée, comme si elle avait été écrite dans la hâte ou sous le coup d'une forte émotion, une phrase qu'elle a relue 3 fois de suite avant de comprendre tout le poids de ce qu'elle disait. L'acte a été enregistré chez le notaire en 1895 et est rangé là où la maison garde ses secrets. Si quelqu'un que je ne connais pas lit ceci, c'est que la vie a fait son chemin et que cette terre a eu besoin de nouvelles mains. Ces mains ont un droit légal sur ce qui est écrit ici, que personne ne le leur enlève. Isabelle Caron savait. Elle avait caché l'acte de propriété dans le cahier parce qu'elle savait qu'elle allait mourir seule et sans héritier, et elle avait écrit cette instruction comme une ultime disposition, la dernière volonté de quelqu'un qui prend soin de quelque chose même quand il ne sera plus là pour s'en occuper, comme si elle plantait un document avec tout le reste de ce qu'elle avait planté sur cette terre au fil des ans. Cette femme que Joséphine n'avait jamais connue avait pris soin d'elle avant même de savoir qu'elle existait. Joséphine a posé le cahier sur ses genoux, a regardé les flammes de la cheminée qui dansaient avec le calme de ceux qui ne sont pas pressés et a ressenti ce que l'on ne ressent que lorsqu'on réalise que l'on n'est pas aussi seul qu'on le croyait. Ce n'était rien de surnaturel. C'était le genre de compagnie que les bonnes personnes laissent aux bons endroits, la compagnie silencieuse de ceux qui ont fait le bien et sont partis sans rien demander en retour. Elle a remis l'acte de propriété dans l'enveloppe dans le cahier dans la boîte en fer blanc et la boîte sous le plancher, avec soin, avec la même précision qu'Isabelle avait mise à les cacher. Parce que ce papier était l'ancrage de tout, et que les encres doivent être à la bonne place au bon moment. Le document est arrivé la dernière semaine de février, livré par un jeune homme d'environ 18 ans, qui est venu à cheval jusqu'au gouffre avec une enveloppe scellée à la cire rouge et l'expression de quelqu'un qui aurait préféré être n'importe où ailleurs dans l'univers. C'était une mise en demeure formelle, rédigée dans le langage technique et froid du droit, signée par le docteur Octave Noir, avocat d'Alphonse Gautier, affirmant que M. Alphonse Gautier revendiquait des droits sur la propriété appelée le gouffre sur la base de 9 années d'usage continu et incontesté et qui donnait à Joséphine Morel un délai de 30 jours pour libérer volontairement les lieux, faute de quoi l'affaire serait portée devant le juge de paix pour une résolution formelle via les voies légales appropriées. Joséphine a lu le document sur le porche, l'a plié avec soin, et l'a glissé dans la poche de son tablier sans précipiter son geste. Puis elle est retournée dans la cuisine, a sorti la boîte en fer blanc de sous le plancher, a retiré le cahier, a pris l'enveloppe de la dernière page et s'est retrouvée à tenir l'acte de propriété de Benoît et Isabelle Caron, daté de 1895, dans la même main qui tenait la mise en demeure du docteur Octave Noir, datée de février 1924. 30 jours. Elle avait 30 jours et un papier qui changeait tout si elle savait s'en servir de la bonne manière.
Si vous aimez cette histoire de Joséphine et du gouffre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et me permet de vous apporter toujours plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant continuons, car la bataille ne fait que commencer. Le lendemain matin, Joséphine a fermé la maison, a placé l'acte de propriété au fond de sa valise en cuir et a marché les 2 kilomètres de retour jusqu'au Val-des-Pierres avec une destination précise. La maison de Florentin Masson, qui était un avocat diplômé de Lyon, revenu au village il y a quelques années après un différend avec un associé qui n'avait jamais été bien expliqué, et qui consultait maintenant de temps en temps, quand quelqu'un du village avait besoin de conseils juridiques sans avoir à aller loin. Florentin Masson avait la quarantaine, des lunettes de lecture qui glissaient toujours sur son nez, et l'habitude d'écouter jusqu'au bout sans interrompre, ce qui était une qualité rare dans n'importe quelle profession. Il a lu la notification du docteur Noir. Puis il a lu lentement l'acte de propriété de 1895, vérifiant chaque ligne avec ses lunettes bien en place sur son nez. Puis il a regardé Joséphine par-dessus ses lunettes avec une expression qu'elle a mis quelques secondes à identifier comme de la stupéfaction contenue. Il a dit que l'acte de propriété était valide. Il a dit qu'un registre notarié ne caduque pas simplement par abandon, que ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi, et qu'Alphonse Gautier et le docteur Noir le savaient très bien, ce qui faisait de leur mise en demeure une action d'intimidation, plus qu'une action légale authentique. Il a dit qu'un droit d'usage sans contestation pendant une longue période pouvait fournir un argument pour une prescription acquisitive dans certains cas, mais que cela exigeait des conditions spécifiques et que la présence d'un acte notarié toujours valide compliquait considérablement leur situation. Il a dit qu'elle avait un dossier solide. Joséphine a demandé combien cela coûterait. Florentin Masson a regardé le document, l'a regardé, puis a regardé par la fenêtre comme quelqu'un qui réfléchit. Il a dit qu'il avait une veste qui avait besoin d'être reprise et un pantalon qui réclamait un ourlet depuis Pâques, et qu'il aimerait acheter un assortiment de ses meilleures herbes médicinales quand son potager commencerait à produire, car il avait entendu dire que la terre du gouffre était excellente pour cela. Joséphine a répondu que c'était d'accord. Elle est repartie de là avec la notification contestée en termes légaux la semaine suivante, signée par Florentin et déposée chez le notaire avec une copie pour le bureau du docteur Noir. La réponse était simple et directe. Elle présentait l'acte de propriété de 1895, argumentait la légitimité de l'occupation par Joséphine sur la base de la possession d'un bien immobilier enregistré sans héritier connu, et invitait M. Alphonse Gautier à présenter ses propres documents de propriété s'il en possédait. Le Val-des-Pierres a été mis au courant en 48 heures. La vitesse de circulation des nouvelles dans le village suivait une loi qui lui était propre et qui ne devait rien à la physique. Les réactions ont été variées et prévisibles. Ceux qui avaient de la sympathie pour le fermier ont dit que c'était une effronterie de la part de la fille d'Aristide, que Gautier était un ancien et méritait le respect. Ceux qui n'avaient pas de sympathie pour le fermier, qui étaient plus nombreux que les premiers, mais qui avaient l'habitude de parler moins fort, ont dit qu'il était grand temps que quelqu'un réponde à cet homme qui pensait que tout le village était sa propriété personnelle, et ceux qui n'avaient pas d'opinion tranchée sur la question sont allés à l'épicerie de M. Albert pour en discuter avec un enthousiasme renouvelé, là où toutes les questions importantes du village étaient en réalité résolues, ou du moins élaborées avec soin. Gaspard l'a appris le mercredi, quand il est arrivé au gouffre pour travailler, et a trouvé Joséphine dans le potager dans un état d'esprit différent de son habitude, plus concentrée, plus silencieuse intérieurement que le silence extérieur. Il l'a observée un moment avant d'aller chercher ses outils, avec cette façon de prêter attention aux gens sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont observés, ce qui était l'une des choses que Joséphine avait remarquées chez lui depuis le début. Puis, il est allé travailler sans poser de questions,
À la fin de la journée, avant de partir, il s'est arrêté près du potager où elle se trouvait encore et a simplement dit que Florentin Masson était un bon avocat, qu'il connaissait le droit, qu'il valait la peine d'écouter ce qu'il disait. Joséphine l'a regardé. Elle lui a demandé s'il avait entendu parler de la mise en demeure. Gaspard a répondu qu'il en avait entendu parler. Et après une courte pause, il a ajouté que la terre lui appartenait de droit, que c'était clair, et que quiconque lirait l'acte de propriété de bonne foi le verrait. Ce n'était pas une déclaration de soutien passionné. C'était la façon dont Gaspard disait les choses, direct, sans fioriture, mais avec un poids qui venait du fait d'être vrai. Joséphine a répondu par un simple merci. Il a hoché la tête et est parti. Elle est restée à regarder la charrette disparaître au tournant de la route pendant un moment plus long que nécessaire. Les mois qui ont suivi ont été les plus intenses depuis son arrivée. Alphonse Gautier n'a pas répondu à la contestation de Florentin dans un délai raisonnable, ce qui était une réponse en soi. Il consultait son avocat. Il attendait. Il évaluait ses options avec le calme de ceux qui croient que le temps travaille en faveur des patients. La tension flottait au-dessus du gouffre comme cette brume fine qui précède la pluie sans que la pluie n'arrive. Mais la vie ne s'est pas arrêtée. Au contraire. Cet automne et cet hiver furent des mois de travail qui ont transformé le gouffre avec une constance que les habitants du village passant sur la route ont commencé à remarquer et à commenter. Le toit était réparé. Les fenêtres avaient des vitres. Le porche avait reçu des réparations que Gaspard avait faites avec du bois neuf, encastré dans l'ancien, avec une précision telle que personne de l'extérieur ne l'aurait identifié comme une réparation, car le résultat donnait l'impression d'avoir été fait d'une seule pièce depuis le début. Et le potager passait de l'état de broussailles à l'état de culture, lentement, avec les premières lignes de plantation visibles depuis le chemin. Avec le printemps en avril, les premières choses ont commencé à germer. Joséphine était à genoux sur la terre, les mains enfoncées jusqu'aux poignets dans le sol sombre du parterre qu'Isabelle avait identifié comme le meilleur pour les légumes verts, quand elle a vu la première pousse verte sortir de terre avec cette détermination spécifique des jeunes plantes qui ne savent pas encore que grandir est difficile. Elle est restée immobile, à genoux, à regarder la jeune pousse pendant un bon moment. Puis elle s'est levée, est allée jusqu'au porche, s'est assise sur les marches et a pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de son père. Pas de tristesse, de soulagement, qui est le genre de pleurs qu'on attend tellement que quand il arrive, on ne comprend même pas bien ce qui se passe. Gaspard est arrivé pour travailler cet après-midi-là et l'a trouvé sur le porche, avec les yeux rougis, les genoux couverts de terre. Il n'a rien demandé. Il s'est assis à côté d'elle et a attendu. Au bout d'un moment, elle a simplement dit que ça poussait. Il a regardé le potager, a vu les jeunes pousses et a acquiescé lentement. Il a dit qu'il pensait bien que ça allait pousser. Il l'a dit d'une manière qui lui a fait comprendre que ce n'était pas seulement à propos du potager. À la fin du mois d'avril, le docteur Noir a envoyé une seconde notification plus formelle, cette fois avec le langage d'une action judiciaire, annonçant que M. Alphonse Gautier allait effectivement déposer une requête auprès du juge de paix. Florentin a lu, a préparé la réponse et a dit à Joséphine qu'il devrait se présenter à une audience dès qu'elle serait fixée. Il a dit que leur dossier était solide, mais que le juge était un ami de longue date de Gautier, et qu'il fallait en tenir compte. Joséphine a demandé ce que cela signifiait dans la pratique. Florentin a retiré ses lunettes, les a essuyées avec un mouchoir et a dit avec honnêteté que cela signifiait qu'il devrait présenter un argument si limpide qu'il ne pourrait pas être contourné. L'acte de propriété était bon, mais Gautier allait alléguer les 9 années d'usage sans contestation. Il devrait montrer que le gouffre n'avait jamais été, en fait, sans propriétaire légitime, même si ce propriétaire était la succession d'Isabelle Caron sans héritier. Joséphine est rentrée chez elle cet après-midi-là, avec le problème en tête, retournant les possibilités.
Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand une idée est arrivée, avec la clarté des choses qui auraient dû venir plus tôt, le cahier d'Isabelle. Pas seulement l'acte de propriété caché à la dernière page, mais le cahier tout entier. Parce que le cahier était une documentation continue de l'occupation active de la terre, avec des dates, avec des descriptions de culture, avec des références à des transactions, avec une richesse de détails que toute personne le lisant comprendrait comme le registre de la vie d'une femme dans son foyer. C'était une preuve de vie, pas de mort. C'était la preuve que cette terre n'avait jamais été abandonnée dans l'esprit de sa propriétaire légitime, même si le corps de celle-ci n'était plus là pour la défendre. Elle est allée chercher le cahier sous le plancher et a passé la soirée à le feuilleter, marquant de petits morceaux de papier les entrées qui comportaient des dates et des références spécifiques. Quand Gaspard est apparu le lendemain matin, elle lui a expliqué à quoi elle pensait. Il a écouté debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sa caisse à outils posée à côté de son pied, et quand elle a eu fini, il a dit que c'était logique, que le cahier était la voix d'Isabelle par-delà la mort, et que des voix comme celle-là étaient difficiles à faire taire, même devant un juge partial. Ce fut la première fois qu'il utilisa plus d'une phrase de suite lorsqu'il n'expliquait pas un problème de menuiserie. Joséphine l'a regardé d'une manière différente de son habitude. Elle n'a rien dit à ce sujet. Mais la différence était là. L'audience a été fixée en juin. Mais fut un mois de travail intense dans le potager, qui produisait avec une générosité qui justifiait chaque jour d'effort. Laitue, choux, herbes aromatiques, ciboulettes, et les premières rangées de maïs qu'Isabelle avait marquées dans le cahier, comme celles qui poussaient le mieux sur ce sol. Joséphine a commencé à apporter des produits au marché du village chaque semaine, dans un panier qui devenait plus lourd de semaine en semaine. Les gens achetaient. D'abord par curiosité pour voir ce qui sortait de cette terre que tout le monde disait maudite. Ensuite parce que c'était bon. Puis par habitude, et avec l'habitude d'acheter est venue l'habitude de discuter, et avec l'habitude de discuter est venue la reconnaissance, et avec la reconnaissance est venu un lent changement dans la façon dont le Val-des-Pierres regardait Joséphine Morel. Ce n'était pas de l'idolâtrie. C'était quelque chose de plus solide que ça. C'était un respect gagné par un travail visible qui est le seul type de respect qui dure. Alphonse Gautier continuait d'éviter la route qui passait près du gouffre, ce que tout le monde remarquait sans que personne ne le commente à haute voix par prudence. Le docteur Noir a envoyé un autre document dans un langage encore plus formel. Florentin a répondu dans les mêmes délais et avec le même calme irritant de celui qui sait qu'il a les bonnes cartes en main. Un après-midi de mai, Gaspard est resté plus tard que d'habitude. Le travail de menuiserie formelle était pratiquement terminé, ce qui signifiait que les raisons pratiques de ces visites régulières touchaient à leur fin, et tous les deux le savaient sans avoir besoin d'en discuter. Ils terminaient les derniers détails d'une nouvelle étagère dans la cuisine quand Joséphine a apporté le dîner dans la cuisine sans trop y penser, simplement parce qu'il était l'heure de manger et qu'il était là. Il est resté immobile à regarder la table mise pendant une seconde, le genre de pause qui se produit quand une chose inattendue est bonne plutôt que mauvaise. Ils ont mangé dans la cuisine à la lueur de la lampe à huile, avec la cuisinière en pierre qui irradiait la chaleur du dîner, qui achevait de cuire sur tout ce qui l'entourait. La conversation est venue lentement, comme toujours avec Gaspard, avec des espaces entre les phrases qui n'étaient pas des silences inconfortables, mais des respirations de la conversation. Il a parlé d'un travail qu'il avait fait à Brive-la-Gaillarde le mois précédent, du mobilier pour une famille de fermiers qui avait commandé plus qu'ils ne pouvaient décrire et qui avait tout approuvé sans objection. Elle a parlé du cahier d'Isabelle, des lettres inachevées pour le mari mort, de la façon dont c'était une forme spécifique de manque qu'elle comprenait d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer complètement. Gaspard est resté silencieux, un moment, après cela. Puis il a dit qu'il comprenait aussi. Il l'a dit d'une manière qui rendait clair qu'il parlait de quelque chose de personnel, pas d'Isabelle.
Joséphine n'a pas posé d'autres questions, mais elle a gardé cela pour elle. Après le dîner, Gaspard est parti sous un ciel de mai plein d'étoiles, avec les champs ouverts, sentant l'herbe fraîche et la nuit froide descendant des collines. Joséphine est restée sur le porche à le regarder s'éloigner plus longtemps que la fois avec la charrette. L'audience de juin est arrivée un mardi de pluie fine et froide qui a recouvert le Val-des-Pierres d'un manteau gris, en accord avec le sérieux de ce qui allait se passer. Joséphine s'est habillée en noir, qui était la couleur des choses sérieuses. Florentin portait sa meilleure veste, qu'elle avait retouchée 3 semaines plus tôt et qui lui allait maintenant comme si elle avait été faite sur mesure pour lui. Ils ont apporté le cahier d'Isabelle et l'acte de propriété original, protégé dans un nouveau porte-document en cuir. Le juge de paix, le docteur Honoré Clément, était un homme de 60 ans, avec l'expression permanente de quelqu'un qui aurait préféré être en train de déjeuner. Alphonse Gautier était présent avec le docteur Noir, assis de l'autre côté de la salle, avec cette posture de celui qui a l'habitude de gagner, une posture qui ressemble parfois à de la confiance, et parfois à de l'arrogance, selon comment se déroule la journée. Florentin a présenté l'affaire avec une clarté que Joséphine a trouvée admirable. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas suppliant, c'était précis. Document par document, date par date. L'acte de 1895. Les entrées du cahier d'Isabelle avec des dates qui prouvaient une occupation active continue jusqu'à la date du décès de la matriarche. La lettre cachée à la dernière page qui montrait l'intention expresse d'Isabelle de transférer le droit à quiconque trouverait l'endroit. L'occupation par Joséphine, entamée avec l'autorisation du notaire sur la base d'une procédure de bien immobilier enregistrée sans héritier. Le docteur Noir a argumenté les 9 années d'usage par Gautier. Florentin a démontré que cet usage consistait en un passage de bétail, et non en une occupation résidentielle ou une culture continue, et que la différence était juridiquement significative. Le docteur Honoré Clément a écouté les 2 parties avec l'expression de quelqu'un qui fait les comptes dans sa tête. Il a regardé l'acte de propriété de 1895. Il a regardé le cahier. Il a regardé Alphonse Gautier, qui pour la première fois dans cette salle n'avait pas l'expression de celui qui va gagner, mais de celui qui a commencé à calculer la possibilité de ne pas gagner. Puis, le juge a dit qu'il avait besoin de quelques jours pour délibérer, ce qui était la façon formelle de dire qu'il allait beaucoup réfléchir avant de décider. La décision est tombée 15 jours plus tard. La propriété du gouffre revenait à Joséphine Morel, sur la base de l'acte de propriété légitime de 1895 et de la continuité légale du droit découlant de ce registre. La revendication d'Alphonse Gautier était non avenue, faute de documentation formelle de possession. Florentin a lu le document à Joséphine dans le petit salon de sa maison, ses lunettes bien en place sur son nez. Elle a écouté jusqu'au bout. Puis elle est restée silencieuse un moment. Ensuite, elle a demandé combien elle lui devait en plus de la veste et du pantalon. Il a répondu qu'elle ne devait rien de plus, que cela avait été une affaire intéressante, et que quand son potager produirait des plantes médicinales, leur accord initial tenait toujours. Joséphine a repris le chemin du gouffre cet après-midi-là, avec le document plié dans la poche de son manteau et les champs autour d'elle sentant la pluie qui s'était arrêtée 1 heure plus tôt, laissant tout avec cet éclat d'après-pluie typique de l'automne. Elle est passée par la porte d'entrée, est allée jusqu'à la cheminée du salon, a passé son doigt sur la feuille de figuier gravée sur la pierre centrale et a dit à voix basse, à personne et à Isabelle en même temps, que c'était réglé. Gaspard l'a appris l'après-midi même par Eugénie, qui l'avait su par quelqu'un qui était dans la rue quand Florentin en avait parlé à M. Albert. Il est apparu au gouffre le lendemain matin avec du bois neuf et une expression qui était, pour lui, pratiquement exubérante, ce qui signifiait en pratique que le coin droit de sa bouche était légèrement relevé. Il a travaillé toute la journée avec plus d'énergie que d'habitude, fredonnant quelque chose que Joséphine n'a pas identifié, mais qui ressemblait à une vieille chanson paysanne de travail. À la fin de la journée,
Avant de partir, il s'est arrêté près de l'endroit où elle cousait sur le porche et a dit qu'il était satisfait de la décision. Joséphine a répondu qu'elle aussi. Il y a eu une pause. Il est resté immobile un instant de plus que nécessaire avant de partir, comme s'il y avait autre chose à dire, mais qui n'a pas trouvé le chemin pour sortir. Puis il est parti. Joséphine est restée à regarder la charrette passer le portail, cette fois avec un sourire qu'elle n'a pas dissimulé parce qu'elle était seule. Cette première année entière au gouffre s'est terminée en avril 1924, avec un bilan que Joséphine a fait assise sur le porche un après-midi de soleil pâle et de vent léger, avec sa tasse de café et le cahier d'Isabelle sur les genoux. Le potager produisait avec régularité. La maison était réparée dans tous ses points structurels essentiels. La clientèle de couture avait doublé. Le litige légal était clos. Et Gaspard Blanc passait 4 fois par semaine, ce qui était plus que n'importe quel travail de menuiserie ne pouvait mathématiquement justifier. Elle a écrit ces choses au verso de l'une des pages blanches à la fin du cahier d'Isabelle, avec soin, parce qu'il semblait juste de les enregistrer. Cette terre méritait que l'on écrive ce qui s'y passait. La matriarche l'avait dit sur la première page, et Joséphine commençait à comprendre ce qu'elle voulait dire. La deuxième année a commencé par de fortes gelées en novembre, qui ont mis à l'épreuve la résistance du potager et les connaissances accumulées de Joséphine. Elle a perdu une partie des herbes les plus délicates, mais a sauvé l'essentiel parce qu'Isabelle avait décrit exactement comment protéger les parterres face à la menace de fortes gelées, avec une couverture de paille et le positionnement stratégique de pierres qui retiennent la chaleur du jour et la restituent la nuit. L'expérience a laissé à Joséphine un respect encore plus grand pour les notes de cette femme et la certitude qu'elles apprendraient pendant des années sur cette terre. Gaspard était devenu une présence constante. Il n'y avait plus de travaux de menuiserie formels qui justifiaient la fréquence de ses visites, mais il y avait des accords informels chaque fois que le besoin s'en faisait sentir. Une porte qui demandait un ajustement, une clôture qui avait besoin d'être renforcée, le potager qui s'était agrandi et qui avait besoin d'un système de support pour les plantes grimpantes. Les raisons apparaissaient avec une régularité qui suggérait qu'aucun des deux ne cherchait activement des prétextes, mais qu'aucun n'évitait non plus de les trouver. En décembre de la deuxième année, un froid samedi après-midi où la pluie ne permettait à aucun des deux de travailler dehors, ils sont restés dans la cuisine pendant qu'elle cousait et qu'il polissait le manche d'une houe qu'il était en train de poncer. Ils sont restés ainsi pendant un long moment sans converser, dans un silence confortable du genre de ceux qui n'existent qu'entre des personnes habituées l'une à l'autre. Puis il a demandé, sans annoncer qu'il allait poser une question, si elle avait eu peur quand elle était arrivée ici pour la première fois. Joséphine a arrêté son aiguille un instant. Elle a répondu non d'une manière dont tous les deux savaient que ce n'était pas exactement la réponse complète. Puis, elle a dit qu'elle avait eu peur, oui, mais d'une chose différente de ce que les gens imaginaient. Que ce n'était pas la peur de l'endroit, c'était la peur que l'endroit ne soit pas suffisant pour qu'elle puisse y rester, parce qu'elle avait besoin qu'il le soit. Gaspard a regardé le manche de la houe sur ses genoux. Puis il a dit qu'il comprenait ce que c'était que d'avoir besoin qu'un endroit soit suffisant. Il l'a dit avec cette façon à lui qui indiquait qu'il parlait de quelque chose au-delà de ce que les mots disaient littéralement. Joséphine l'a regardé. Il regardait ses mains. Il y avait dans cette conversation quelque chose qui s'approchait d'un territoire qu'aucun des deux n'avait nommé, et dont tous les deux savaient qu'il était là depuis longtemps. Comme cette source que la carte d'Isabelle identifiait sous la cour, qui alimentait le puits sans apparaître à la surface. Elle a demandé, d'une voix directe mais prudente, s'il allait bien. Pas comme une salutation, comme une vraie question. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit qu'il allait mieux qu'il n'avait été, qu'il avait traversé quelques années qu'il décrirait comme être présent sans l'être, si cela avait du sens. Joséphine a répondu que cela avait du sens,
Il a dit qu'il pensait que ça passait. Il a dit cela en regardant le manche de la houe, pas elle. Mais il y avait dans le ton de sa voix un poids différent de d'habitude, comme s'il déposait quelque chose de lourd par terre, après l'avoir porté sur une longue distance. Elle n'a pas posé d'autres questions. Mais elle a posé brièvement sa main sur son bras, un geste rapide, le genre de contact qui est une reconnaissance sans avoir besoin de mots. Il n'a pas bougé. Au bout d'un moment, elle a repris sa couture. Il a repris le manche de la houe. La pluie a continué dehors, régulière et constante. Eugénie passait une fois par semaine, toujours avec quelque chose qu'elle apportait comme prétexte, et une curiosité authentique comme motif réel. Elle avait commencé à remarquer Gaspard avec un intérêt qu'il était impossible de ne pas identifier pour quiconque connaissait son sourire en coin. En février de la 2e année, lors d'une de ses visites, elle est restée sur le porche après le départ de Gaspard et a dit sans préambule que cet homme était amoureux. Joséphine a dit qu'Eugénie devait arrêter de faire des diagnostics sur des choses qui n'étaient pas des accouchements. Eugénie a répondu qu'elle passait sa vie à diagnostiquer ce qui venait de l'intérieur des gens et qu'elle savait reconnaître une chose qui essayait de sortir depuis longtemps. Elle a dit que Gaspard Blanc avait traversé des années difficiles après avoir perdu sa fiancée d'une fièvre, ce qui était l'une des histoires tristes du village que les gens connaissaient mais ne commentaient pas par respect. Elle a dit que ceux qui connaissaient le Gaspard d'avant et voyaient celui d'aujourd'hui remarquaient une différence, et que cette différence était arrivée en même temps que ses visites au gouffre. Joséphine n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit que Gaspard était une bonne personne. Eugénie a dit que oui, et que c'était sans doute peu par rapport à ce qu'elle devait penser à son sujet. Vu la façon dont elle le regardait quand il partait et qu'elle croyait que personne ne la voyait. Joséphine n'a pas répondu à cette dernière partie. Mais elle est restée silencieuse d'une manière qu'Eugénie savait interpréter comme une confirmation. Le 2e hiver au gouffre fut plus doux que le premier, ou peut-être que Joséphine était simplement mieux préparée, ce qui revient presque au même. La cheminée fonctionnait bien, la réserve de bois avait été faite à l'avance, le potager avait les bonnes protections sur les bons parterres. La maison était chaleureuse d'une façon qui avait cessé d'être une surprise pour devenir simplement l'état des choses. En janvier de cette 2e année, par une nuit de froid intense où le givre a recouvert la cour d'un blanc fin qui brillait à la lumière de la lampe de la fenêtre, Gaspard est arrivé tard, après que le travail a été terminé, avec l'excuse d'avoir oublié un outil. Joséphine est allée chercher l'outil qui se trouvait là où il l'avait dit, et quand elle est revenue dans la cuisine, il était toujours là, debout près de la cuisinière avec les mains dans les poches de son manteau en laine sombre. Elle a posé l'outil sur la table. Ils sont restés tous les deux dans la cuisine, avec la chaleur de la cuisinière et le silence spécifique de cette heure de la nuit, où le champ au dehors était complètement calme. Gaspard a dit, sans la regarder, qu'il y avait une chose qu'il voulait lui dire depuis un certain temps. Il l'a dit d'une manière qui lui avait clairement demandé un certain effort pour laisser sortir les mots. Joséphine est restée silencieuse. Il a dit que lorsqu'il avait commencé à venir ici, il avait pensé qu'elle était une femme courageuse, mais qu'elle n'allait pas tenir. Il a dit cela avec une honnêteté qui n'était pas de la cruauté. C'était juste la vérité de ce qu'il pensait à l'époque, et qu'au fil de ces mois, il avait vu qu'il avait eu tort à ce sujet. Qu'elle n'avait pas seulement tenu bon, mais qu'elle avait fait quelque chose que personne ici n'attendait, et qu'il voulait le dire parce qu'il pensait qu'elle devait savoir qu'il y avait des gens qui le voyaient. Joséphine l'a regardé pendant un moment. Puis elle a dit, avec la même honnêteté directe, qui la caractérisait en toute chose, qu'elle le voyait aussi. Qu'elle savait qu'il était apparu ici au début, parce qu'il avait vu un mot dans une épicerie, et qu'il était resté pour des raisons qu'elle n'allait pas nommer maintenant, mais qu'elle appréciait. Gaspard l'a regardé cette fois-ci. Il y avait dans ce regard quelque chose que tous les deux ont finalement laissé paraître pendant un instant, comme la lumière sortant par la fente d'une fenêtre, sans qu'aucun des deux ne fasse encore le moindre mouvement. Mais c'était là, indéniablement là,
Ensuite, il a dit bonne nuit et est parti sous le givre, et elle est restée dans la cuisine avec la chaleur de la cuisinière et cette chose calme dans sa poitrine qui n'était plus seulement de la solitude inversée. La troisième année fut l'année où le gouffre devint beau. Pas seulement propre, pas seulement fonctionnel, beau d'une manière qui faisait que les gens de l'extérieur passant sur la route s'arrêtaient pour regarder. Le potager produisait avec une abondance qu'Isabelle aurait reconnue avec satisfaction. Joséphine avait étendu la culture pour inclure des herbes médicinales et des épices qui se vendaient bien au marché, et elle avait commencé, avec les conseils du cahier d'Isabelle, à récupérer une partie du terrain exposé au nord pour y planter du maïs. Les murs de pierre de la maison avaient été débarrassés de leur mousse et montraient la qualité originale de la construction, et le porche avait accueilli 2 grands pots de fleurs que Margot lui avait apportés en cadeau et qui fleurissaient d'un violet intense dans le froid du matin. Gaspard avait construit, au cours de ces années, une nouvelle étagère dans le salon, un plan de travail dans la cuisine, réparer la clôture de la cour, fabriquer une table de travail pour la salle de couture que Joséphine avait installée dans la 2e chambre de la maison. Chaque meuble qu'il fabriquait là avait cette qualité spécifique de son travail, construit pour durer, avec des détails qui allaient au-delà du nécessaire, parce qu'il croyait que cet au-delà du nécessaire était ce qui distinguait le travail du travail bien fait. En octobre de la 3e année, par un après-midi d'automne qui sentait la terre mouillée et l'herbe foulée, ils étaient tous les 2 sur le porche après le travail, le café passant entre eux dans un rituel devenu complètement naturel depuis longtemps, quand Joséphine a dit qu'elle allait planter un nouveau figuier du côté sud de la maison, car l'ancien devenait trop grand pour le mur. Gaspard a dit qu'il fabriquerait le tuteur pour la pousse. Puis ils sont restés silencieux un moment, et Joséphine a dit, sans y avoir réfléchi, qu'elle aimait beaucoup ces après-midi. Ce n'était pas une déclaration, c'était une observation. Mais elle était honnête de cette façon dont seules les choses non planifiées parviennent à l'être. Gaspard a regardé les champs pendant un moment, puis il a dit que lui aussi. Il l'a dit d'une manière à la fois simple et lourde, sans fioriture, de la manière dont il disait les choses quand elles étaient vraies. Il y avait des fleurs violettes dans les pots du porche. Le soleil était bas derrière les collines, donnant à tout le champ cette teinte dorée typique des fins d'après-midi en province. La grande tasse de café était chaude entre les mains de Joséphine. Et il y avait entre eux cette proximité qui s'était construite au cours de 3 années de travail partagé, de silence partagé et de conversations qui venaient lentement et restaient, la proximité qui est faite de confiance accumulée, qui est la base la plus solide qui existe pour tout ce qu'on construit par-dessus. Cet après-midi-là n'a pas eu de baiser. Il n'a pas eu de déclaration formelle. Il y a eu la tasse de café passant d'une main à l'autre. Il y a eu le soleil descendant derrière les collines, il y a eu le merle chantant là-bas dans le figuier, et il y a eu la clarté, pour eux 2, qu'ils étaient, d'une manière qui n'avait pas encore de nom mais qui était réelle, ensemble là-dedans. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec nous dans cette histoire, merci du fond du cœur. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Votre participation compte beaucoup. Passons maintenant à la fin de l'histoire de Joséphine et du gouffre. La 4e année fut l'année d'Alphonse Gautier. Pas de confrontation, de reconnaissance. Ce qui est parfois plus difficile. C'est lors du marché d'hiver en janvier, quand le Val-des-Pierres organisait la plus grande foire de l'année avec des produits de toute la région, que cela s'est passé. Joséphine tenait un stand avec les produits de son potager, qui à ce stade avait une réputation suffisante pour remplir l'étal sans effort de publicité. Alphonse Gautier est passé dans la rue devant, a vu, s'est arrêté. Ils se sont regardés. Il y avait dans l'expression du fermier quelque chose qui n'était pas ce à quoi elle s'attendait, qui n'était pas de la colère résiduelle ni de l'hostilité. C'était quelque chose de plus complexe, de plus difficile à nommer, qu'elle n'identifierait que plus tard comme l'expression d'un homme qui est en train de réviser une opinion qu'il a maintenue pendant très longtemps. Il s'est approché du stand.
Il est resté immobile à regarder les produits sans rien acheter. Puis il a dit, d'une voix un peu plus basse que d'habitude, que le potager produisait bien. Joséphine a répondu que oui. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit qu'il avait passé sa vie dans cette région et qu'il s'y connaissait en terre, et que la terre du gouffre était une bonne terre. Il l'a dit d'une manière qui montrait clairement qu'il lui en coûtait de le dire. Joséphine lui a vendu une botte de persil, une tête d'ail et des herbes aromatiques fraîches. Il a payé sans discuter le prix, qui était le même que d'habitude pour n'importe quel acheteur. Quand il est parti, il n'a pas regardé en arrière. Mais il y avait dans son départ quelque chose de différent de toutes les autres fois où elle l'avait vu s'en aller. Eugénie, qui passait dans la rue exactement à ce moment-là avec cette ponctualité qui semblait miraculeuse, mais était probablement calculée, est arrivée au stand après le départ de Gauthier et a simplement dit que parfois les vieux hommes apprennent lentement, mais qu'ils apprennent. Joséphine a dit qu'ils mettaient beaucoup de temps. Eugénie a dit que c'était leur rythme. Avec la 5e année est venue la stabilité qui est différente du confort parce qu'elle a été conquise centimètre par centimètre. Le potager était maintenant une véritable entreprise, avec une clientèle fixe au marché et des commandes pour 2 auberges du village. La couture avait des clientes d'autres villages qui venaient jusqu'au gouffre spécifiquement pour elle, pour la qualité et la précision de son travail. Et la maison, cette maison qui en 1923 n'avait pas de vitres aux fenêtres et sentait l'abandon, était maintenant l'endroit le mieux entretenu de la région du Val-des-Pierres, avec un jardin devant, un potager derrière, et l'apparence d'un lieu qui a été aimé pendant longtemps. Gaspard était devenu, au fil de ces années, non pas une présence au gouffre, mais une partie du gouffre. Il était difficile d'imaginer l'endroit sans lui, de la même façon qu'il était difficile d'imaginer le potager sans les pierres qui délimitaient les parterres, ou la cuisine sans la cuisinière d'Isabelle. Il y avait entre eux un langage fait de très peu, de gestes, de silences connus, de petites choses remarquées et dites en passant, qui étaient en réalité de grandes choses, dites avec précaution. Un après-midi de la 5e année, sous le soleil d'avril, ils étaient tous les deux en train de planter la jeune pousse de figuier du côté sud de la maison, le travail que Joséphine avait annoncé 2 ans plus tôt et qui avait pris du retard pour une raison ou une autre. Gaspard a creusé le trou à la bonne profondeur, y a mis la terre préparée et a tenu la pousse pendant que Joséphine arrangeait les racines. Ils étaient très proches à ce moment-là, comme l'exige le travail de plantation, tous les deux à genoux dans la terre, les mains mêlées à la base de la plante. Gaspard a dit, de la voix basse des conversations intimes, que quand ce figuier serait grand, il donnerait une belle ombre sur le porche côté sud. Joséphine a répondu que cela prendrait une 10aine d'années. Il a dit que c'était très bien, qu'il n'allait nulle part. Il y avait dans ces mots quelque chose qui dépassait un commentaire sur les figuiers. Joséphine le savait, il savait qu'elle le savait. Et cette fois, aucun d'eux n'a changé de sujet. Elle l'a regardé. Il l'a regardé. Il y avait entre eux la terre volcanique, la jeune pousse, 10 années de figuier promises et 5 années de tout le reste qui avait été construit à l'intérieur et à l'extérieur. Gaspard a dit, avec cette franchise spécifique qui était la seule façon qu'il connaissait de dire les choses importantes, qu'il était arrivé ici 5 ans plus tôt, à cause d'un mot laissé à l'épicerie, et que cela faisait très longtemps qu'il ne venait plus à cause d'un quelconque mot. Il a dit qu'elle le savait. Joséphine a répondu qu'elle le savait. Il a dit qu'il voulait savoir si elle voulait qu'il reste. Ce n'était pas une question qui nécessitait beaucoup de paroles. Joséphine est restée à le regarder un instant, avec la pousse de figuier entre eux deux et la terre sombre sur ses mains, et a dit oui. Elle l'a dit de manière simple et définitive, sans drame, de la façon dont on dit les choses auxquelles on a réfléchi assez longtemps pour savoir qu'elles sont justes. Gaspard a lentement hoché la tête, puis il a souri, pas ce sourire discret en coin qu'il laissait parfois échapper. Un vrai sourire, entier, et Joséphine a découvert à cet instant qu'il était capable de déstabiliser complètement toute l'assurance qu'elle pouvait avoir.
Ils ont fini de planter le figuier, les mains encore couvertes de terre, et sont restés là un moment, assis dans l'herbe, à côté de la jeune plante, à regarder le gouffre qui était devenu un endroit différent de ce qu'il était quand elle était arrivée avec sa valise en cuir par un matin d'avril 1923. Ils se sont mariés au début de 1928, lors d'une cérémonie simple au village qu'Eugénie a organisée avec une énergie qui laissait penser qu'elle la planifiait mentalement depuis longtemps. Margot a fait le gâteau, Florentin a été le témoin, Monsieur Albert a apporté le vin, et tout le Val-des-Pierres, qui avait observé au cours de ces 5 années la transformation du gouffre et de celle qui y vivait, est venu d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait là une histoire en train de s'écrire, que les gens sentaient le besoin de voir se conclure d'une manière qui corresponde à ce qui avait été construit. Alphonse Gautier est venu. Il est arrivé vers la fin, alors que la fête battait son plein sur le porche du gouffre avec de la musique paysanne, du café chaud et des rires qui sortaient par les fenêtres vers les champs ouverts. Il est resté près du portail un moment. Joséphine l'a vu de loin, est allée vers lui et l'a invité à entrer sans protocole. Il est entré, son chapeau de feutre à la main, a bu une tasse de café, a salué Gaspard d'une poignée de main ferme, a regardé la maison et le potager autour avec les yeux de quelqu'un qui voit une chose à laquelle il ne s'attendait pas, et est reparti avant la tombée de la nuit sans dire grand-chose. Mais il était venu. Et c'était plus que ce que quiconque aurait parié. 7 ans après ce matin d'avril où Joséphine Morel avait marché seule sur un chemin de terre volcanique, avec une valise en cuir usé et une clé rouillée, le gouffre était devenu une toute autre chose. Ce n'était plus la ruine qu'elle avait trouvée, ni le souvenir de ce qu'il avait été avant elle. C'était la 3e vie de cet endroit, la vie qu'Isabelle avait rêvée, que le temps avait effacée et que Joséphine avait reconstruite de ses propres mains. Le potager produisait pour le marché, pour les auberges et pour les 2 voisines les plus proches qui échangeaient des légumes contre du lait dans un petit réseau d'échanges qui avait émergé organiquement comme émergeant les choses qui ont du sens. Le nouveau figuier du côté sud avait atteint la taille d'un homme et donnerait une bonne ombre dans quelques années de plus, comme Gaspard l'avait dit. La cheminée du salon conservait la feuille de figuier gravée sur la pierre centrale, sur laquelle Joséphine passait son doigt chaque fois qu'elle l'allumait en hiver, comme un geste qui était à la fois une habitude et un remerciement. Le cahier d'Isabelle Caron se trouvait sur une étagère du salon, à un endroit visible mais protégé, à côté des livres de Joséphine. Elle avait rempli les pages qu'Isabelle n'avait pas terminées, poursuivant le registre de la terre, avec la même écriture soignée qu'au début, avec des dates, des saisons et des observations sur ce qui poussait et ce qui ne poussait pas, et sur ce que l'endroit enseignait à ceux qui étaient prêts à apprendre. C'était maintenant un cahier à 2 voix, séparés par 30 ans mais unis par le même amour pour la même terre. Gaspard travaillait dans l'atelier de menuiserie qu'il avait construit au fond de la cour. Un appentis qu'il avait monté lui-même en l'espace d'1 an, qui était l'endroit le plus organisé que Joséphine ait jamais vu et qui sentait toujours le bois neuf et l'huile de lin. Des clients venaient d'autres villages, spécifiquement pour son travail. Une reconnaissance qu'il recevait avec le même calme avec lequel il accueillait tout, comme si le bruit fait autour de ce que l'on fait était moins important que ce que l'on fait réellement. Un après-midi d'avril 1930, exactement 7 ans après le matin où Joséphine était arrivée pour la première fois avec sa valise en cuir, elle était assise sur le porche avec sa tasse de café et le cahier d'Isabelle, non pas en train de le relire mais simplement avec lui sur ses genoux, comme une compagnie. Le champ devant elle avait cette couleur spécifique de l'automne auvergnat, les hautes herbes, avec ce ton doré que le soleil de l'après-midi intensifiait, les sapins centenaires au fond, sombres et constants. Le merle dans le grand figuier chantait avec cette mélodie que Joséphine avait appris à reconnaître comme faisant partie du son de l'endroit. Gaspard est sorti de l'atelier, s'est essuyé les mains sur son chiffon de travail et est venu s'asseoir à côté d'elle avec cette économie de mouvement qui restait l'une des choses qu'elle reconnaissait le plus en lui.
Elle lui a passé la tasse. Il a bu. La tasse est revenue dans ses mains. Le champ ouvert était doré et le vent était léger, sentant la terre, l'herbe et les premières fleurs de la saison qui arrivaient avant l'heure. Comme cela arrivait parfois quand l'hiver avait été clément. Joséphine a regardé le gouffre autour d'elle. Le potager qui arborait cette couleur vert foncé des choses bien entretenues, la maison de pierre et de bois qui avait été une ruine et qui était maintenant un foyer, l'atelier de menuiserie avec la fumée de sciure sortant par la fenêtre ouverte, le nouveau figuier qui poussait lentement et sûrement du côté sud. Puis elle a regardé le cahier qui était sur ses genoux, avec les deux écritures à l'intérieur, celle d'Isabelle et la sienne, et le champ au fond qu'elle avait tant vu et qui restait calme et inchangé, comme le sont les campagnes d'Auvergne, indifférentes et magnifiques. Il y avait 7 ans, elle était arrivée ici avec une valise, une clé rouillée, et le désespoir de ceux qui n'ont plus d'endroit à eux. Et depuis 7 ans, elle prouvait jour après jour que le désespoir n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste l'endroit où certaines histoires ont besoin de commencer. Elle avait transformé ce lieu en foyer. Mais ce qu'elle comprit en cet après-midi d'avril avec le café, le champ doré et Gaspard à ses côtés, c'est que le lieu l'avait aussi transformé, que la femme assise sur ce porche n'était pas la même que celle qui avait franchi la porte rouillée en 1923. Celle-là était arrivée sans avoir le choix. Celle qui était assise là maintenant avait choisi de rester. Elle le choisissait chaque jour. Et la différence entre les deux était immense. Le Val des Pierres a continué à appeler l'endroit le gouffre, parce que les noms restent. Mais on a cessé d'y faire le signe de croix quand le sujet apparaissait. On a commencé à en parler, avec le genre d'affection que les gens ressentent, pour une histoire qu'ils ont suivie depuis le début et qui s'est terminée comme ils l'espéraient, d'une manière qui a laissé tout le monde avec un peu plus d'espoir sur le fait que certaines choses, si l'on y travaille avec suffisamment d'obstination et d'amour, perdurent. Isabelle Caron avait écrit au début d'un cahier que Joséphine trouverait des décennies plus tard, sous le plancher d'une cuisine, qui sentait la vieille vanille. Je commence ce cahier parce que j'ai appris que les choses qui ne sont pas écrites disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé, et cette terre mérite mieux que cela. Cette terre l'a eue. Elle a eu 2 femmes qui l'ont aimée. Elle a eu un homme qui a appris qu'aimer de nouveau n'est pas trahir ce que l'on a perdu. Elle a eu 7 années de travail fait à la main avec l'obstination de ceux qui savent que ce qui dure importe. Et elle a eu, enfin, le bon silence d'un lieu devenu un foyer, qui est le silence le plus plein qui soit. Et cette histoire, l'histoire du gouffre et de Joséphine Morel, a continué à être racontée au Val des Pierres longtemps après que tout cela se soit passé. Pas comme une légende, pas comme une chose extraordinaire, mais comme un exemple, ce qui est le destin des histoires vraies que les gens ont besoin de garder en mémoire pour se rappeler que c'est possible. Ils la racontaient à leurs filles et à leurs petites filles et à tous ceux qui arrivaient au village et s'enquéraient de cette belle propriété au bord du ruisseau tranquille, celle qui avait le grand potager, l'atelier de menuiserie et le figuier du côté sud. Il racontait qu'il y avait une femme qui était arrivée avec une valise en cuir et une clé rouillée, sans rien d'autre, et qui était restée. Qui avait travaillé quand le labeur semblait n'avoir aucune fin. Qui n'avait pas cédé quand la pression était forte. Qui avait construit quelque chose qui avait duré parce que cela avait été fait avec le bon matériau, de l'obstination, du temps et la capacité de prendre soin des choses qui comptent. Certains ajoutaient les détails qu'ils préféraient. La sage-femme Eugénie, qui vécut jusqu'à plus de 80 ans avec la santé de ceux qui n'ont jamais cessé de travailler, incluait toujours le passage sur le café qu'elle avait préparé ce matin-là de 1923, comme si ce café en particulier avait été la première pierre de l'édifice, ce qui, dans la pratique, pouvait même être vrai. Florentin Masson, l'avocat, racontait l'audience de la mise en demeure de Gauthier avec des détails de dramaturge qui avaient certainement pris de l'ampleur au fil des années, mais que personne ne corrigeait parce qu'ils rendaient l'histoire meilleure. Et Margot, qui resta une amie proche de Joséphine pendant des décennies,
incluait toujours le moment où elle était arrivée avec les œufs comme prétexte et était repartie charmée, car elle était assez honnête pour admettre qu'au début, elle y était allée par curiosité, mais qu'elle était restée par admiration. Alphonse Gautier mourut en 1935 à l'âge de 72 ans, ce qui est un bel âge pour un homme qui a travaillé toute sa vie en plein air. La semaine avant sa mort, il fit porter un message à Joséphine pour lui demander si elle aurait le temps de lui rendre visite. Elle y alla. Elle trouva le fermier dans son lit de malade, diminué par la maladie, mais gardant cette posture des épaules, qui n'avait jamais complètement cédé. Il dit, d'une voix plus faible que dans ses souvenirs, que la terre du gouffre était une bonne terre, et qu'il était bien qu'elle soit restée à quelqu'un qui la traitait comme elle le méritait. Il le dit d'une manière qui lui coûtait manifestement de le dire, qui avait exigé un effort, et qu'elle reçut avec la gravité que cela avait coûté. Elle repartit en pensant qu'il y a des choses que les gens mettent beaucoup de temps à réussir à dire, et qu'il est bon qu'ils y parviennent parfois avant la fin. L'atelier de menuiserie de Gaspard Blanc fut connu dans la région sur un rayon qui allait bien au-delà du Val-des-Pierres. Il y avait des meubles portant la signature de son travail dans des maisons d'Aurillac, de Saint-Flour, dans des villages qui se trouvaient à des jours de voyage. Cette façon d'emboîter le bois comme si les pièces avaient toujours voulu être ensemble, cette qualité de l'objet qui dure parce qu'il a été fait pour durer, était reconnaissable par ceux qui savaient regarder. Il ne s'en est jamais vanté. Il continuait de recevoir les éloges avec le même discret hochement de tête qu'à son habitude et retournait dans son atelier comme si le travail suivant était plus important que la reconnaissance obtenue pour le précédent. Il y eut entre Joséphine et Gaspard, tout au long des années qui suivirent leur mariage, une qualité de camaraderie que leurs proches observaient avec ce mélange d'admiration et d'envie saine que provoquent les choses vraiment bonnes. Ce n'était pas parfait, car rien de réel n'est parfait. Il y avait les désaccords qui viennent avec des années de cohabitation étroite, les opinions divergentes que tous deux avaient sur des sujets allant de la gestion du potager au meilleur chemin pour se rendre à Saint-Flour. Il y avait le silence de l'un qu'elle devait parfois réapprendre à lire, et l'intensité de l'autre que lui devait parfois prendre le temps de suivre. Mais il y avait aussi la pratique de décennies passées à se connaître vraiment, qui est le socle qui rend les désaccords supportables et les accords précieux. En 1940, 17 ans après que Joséphine fut arrivée au gouffre avec sa valise en cuir, Eugénie lui demanda de l'accompagner pour rendre visite à une jeune femme du village qui se trouvait dans une situation similaire à la sienne en 1923. Sans foyer, sans famille proche, sans beaucoup de perspectives. Eugénie dit que cette jeune fille avait besoin de parler avec quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être dans cet état. Joséphine y est allée. Elle est restée avec la jeune femme pendant toute une journée. Elle lui a raconté l'histoire du gouffre sans fioriture, sans rendre le récit plus grand qu'il ne l'était. Elle a parlé de la peur, du travail, du froid, de la dureté des débuts, du puits qu'il avait fallu nettoyer, des nuits d'hiver où le bois venait à manquer avant l'aube. Et elle a aussi raconté ce qu'il y avait de l'autre côté de tout cela, non pas comme une promesse facile, mais comme la preuve de ce qui s'était passé et continuait de se passer. La jeune fille écouta avec l'attention de quelqu'un qui boit de l'eau, après avoir eu soif pendant très longtemps. À la fin, elle demanda comment Joséphine avait réussi à ne pas abandonner au début, quand tout était difficile et que personne n'y croyait. Joséphine réfléchit un instant. Puis elle répondit qu'il y avait une femme qui avait vécu sur cette terre avant elle, qu'elle n'avait jamais connue, qui avait laissé un cahier caché sous le plancher de la cuisine contenant tout ce qu'elle savait sur cette terre, y compris une phrase qui disait que les choses qui ne sont pas écrites disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Elle dit que cette phrase était restée en elle, qu'elle avait compris que lorsque l'on fait quelque chose de vrai, avec un véritable travail et un véritable soin, on laisse une marque qui dure plus longtemps que soi. Et que cette idée avait suffi pour continuer les jours où continuer semblait difficile. La jeune fille resta silencieuse un moment.
Puis elle demanda le nom de la femme du cahier. Joséphine répondit qu'elle s'appelait Isabelle Caron, et que c'était le genre de femme qui restait. Cet après-midi de simple conversation dans une petite maison du Val-des-Pierres fut l'un de ces moments qui ne semblent pas importants lorsqu'ils se produisent, mais qui révèlent tout leur poids avec le temps. La jeune femme s'installa, trouva sa voie, et des années plus tard, elle fut l'une des personnes à raconter l'histoire de Joséphine à la génération suivante, ajoutant sa propre version au répertoire du village. C'est ainsi que les histoires restent. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont vraies d'une manière que les gens reconnaissent sans avoir besoin de la moindre explication. Le cahier d'Isabelle Caron était sur l'étagère du Salon du Gouffre en 1930. Il y était en 1940, et il y resta. Au fil des années, Joséphine compléta les pages blanches avec les registres de ce qui poussait là, les saisons, les récoltes, les lents changements que le temps opère sur toute chose. Deux voix dans un même cahier, séparées par des décennies, mais avec la même écriture de celle qui prend soin. Et sur la dernière page qu'elle écrivit, bien longtemps après ce matin de 1923, elle inscrivit une phrase qui était à la fois une réponse et la suite de ce qu'Isabelle avait commencé. Elle écrivit que l'endroit était un foyer, que le foyer n'est pas l'endroit où l'on naît, c'est l'endroit où l'on choisit de rester. Il y a une chose que les gens comprennent souvent de travers concernant les histoires de transformation. Ils croient que la transformation est un moment. Ils croient qu'il y a un tournant, une révélation, un instant où tout change, et où la vie d'avant et d'après cet instant sont des choses distinctes. Mais quiconque a vécu au cœur d'une véritable transformation sait que ce n'est pas ainsi. La transformation, ce sont les jours. C'est la somme cumulée de chaque matin où l'on choisit de continuer, de chaque après-midi où le travail avance un peu, de chaque nuit où l'on se couche avec moins de doute que la veille. Elle n'a pas de moment précis. Elle a 7 années de moments. Joséphine le sut plus clairement que la plupart des gens, car elle avait vécu l'une de ces transformations avec le calendrier sous les yeux. 7 ans était une date inscrite dans le titre de son histoire depuis le début, depuis qu'elle était arrivée au gouffre et que les premiers mois avaient rendu évident que tout changement réel en ce lieu prendrait non pas des semaines, mais des années. Elle a compté les années, non pas comme un compte à rebours, non pas dans l'attente d'une fin, mais comme une mesure, comme la preuve que le travail était en train de s'accomplir. La première année, le travail fut celui de la survie. L'eau, un toit, la chaleur, la sécurité juridique de la terre. La deuxième, celui de l'établissement. Le potager qui commence à donner, les relations qui commencent à se tisser, l'endroit qui commence à avoir un rythme. La troisième, la consolidation. Ce qui a fonctionné est resté, ce qui n'a pas fonctionné a été ajusté. Les gens de l'extérieur ont commencé à changer d'avis. La quatrième, l'expansion. Le potager plus grand, la clientèle de couture au-delà du village, la réputation du lieu passant de la malédiction à la référence. La cinquième, la profondeur, non pas ce que l'endroit produisait, mais ce qu'il était, non pas ce que Joséphine faisait, mais celle qu'elle était devenue. La sixième, l'avenir, les conversations qui ont mené au mariage un an plus tard, le nouveau figuier planté, les projets qui présupposent une continuité. Et la septième, l'appartenance, quand on regarde autour de soi et qu'on reconnaît chaque chose comme une extension de soi-même, sans effort, sans surprise, quand le lieu et vous êtes la même chose sous des formes différentes. L'appartenance est difficile à décrire pour qui n'a jamais tout perdu et dû tout reconstruire. Mais ceux qui se sont retrouvés sans endroit à eux savent exactement de quoi il s'agit. C'est le sentiment qu'il existe dans le monde un point précis qui vous est connecté non par droit de naissance, mais par droit de travail, de choix, d'amour appliqué sur une période suffisamment longue pour que la connexion devienne réelle. C'est savoir que si vous quittez ce point pour un temps et que vous y revenez, il sera là à vous attendre, non pas par faveur, mais parce que vous l'avez construit pour durer. Joséphine avait cette certitude en 1930. Elle était née ailleurs.
Mais elle appartenait au gouffre de la façon la plus profonde qui soit, parce qu'elle l'avait choisi, parce qu'elle s'était battue pour lui, et parce qu'elle était restée. Le ruisseau tranquille continuait de couler au nord de la propriété, comme il l'avait toujours fait, avec cette douce persistance des ruisseaux auvergnats qui ne sont pas pressés, mais ne s'arrêtent pas non plus. Les après-midi d'été, le son de l'eau arrivait jusqu'au porche de la maison, mêlé au vent et au bruit du potager, et c'était l'une des choses que Joséphine avait appris à écouter comme faisant partie du son de son foyer, tout comme le merle du figuier, le craquement du bois du plancher les matins froids et le son du bois travaillé dans l'atelier de menuiserie. Il s'était écoulé 7 ans. Il y avait une maison de pierre et de bois qui était un foyer. Il y avait un potager qui nourrissait bien au-delà de lui-même. Il y avait un menuisier qui avait appris qu'aimer de nouveau n'était pas trahir ce que l'on avait perdu. Il y avait un cahier à 2 voix qui consignait l'existence de cette terre et de celle qu'il avait aimée. Il y avait Eugénie avec son tablier à pois bleus, apparaissant chaque semaine avec un prétexte sous le bras. Il y avait le champ ouvert, doré en automne, blanc de givre en hiver, d'un vert intense au printemps, sec et parfumé en été, toujours le même et toujours différent, à l'image des lieux qui perdurent. Et il y avait Joséphine Morel, qui était arrivée au gouffre sans avoir le choix, et y était restée par choix, et qui avait transformé un endroit où personne ne voulait mettre les pieds en un foyer où les gens allaient en visite parce qu'il y faisait bon être. Parce que le lieu possédait la chaleur spécifique des choses, faites avec soin, et des personnes qui ont compris que prendre soin est une forme d'amour qui n'a pas besoin de porter de nom. 7 ans, et toute une vie, encore devant eux. Gaspard a dit un jour, par une nuit d'hiver avec la cheminée allumée et le vent du nord battant les fenêtres avec l'insistance de celui qui veut entrer, qu'il y avait une chose qu'il admirait chez elle depuis le début, mais qu'il avait mis du temps à nommer. Joséphine a demandé ce que c'était. Il est resté un moment dans ce silence de celui qui cherche le mot juste, pas le mot joli. Puis il a dit que c'était la façon dont elle traitait les choses, les plantes, la maison, les outils, les gens, comme si tout ce qui méritait de l'attention méritait la même attention. Comme s'il n'y avait pas de hiérarchie entre ce qui était important et ce qui ne l'était pas, parce qu'en pratique, elle considérait que tout l'était. Joséphine est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit qu'elle avait appris cela d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qui avait laissé un cahier disant que les choses dont on ne prend pas soin disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Et que depuis qu'elle avait lu cela, elle avait décidé, sans trop y réfléchir, qu'elle ne voulait pas que quoi que ce soit sous sa responsabilité disparaisse ainsi. Gaspard a hoché lentement la tête, avec ce hochement qui était sa forme la plus complète d'approbation. La cheminée a crépité, le vent a continué de souffler dehors. Et à l'intérieur du gouffre, dans cette nuit d'hiver auvergnat, la pierre basaltique conservant la chaleur, la feuille de figuier gravée sur la cheminée et le cahier d'Isabelle sur l'étagère du salon, régnait le bon silence des foyers qui ont été construits avec suffisamment de temps pour que les murs sachent garder ce qui compte. C'est l'histoire de Joséphine Morel et du gouffre, une femme qui est allée vivre là où personne ne voulait mettre les pieds, et qui, en 7 ans, a transformé ce lieu en un foyer.